Bonjour, voilà, je m'appelle Sylvie Forestier, je suis artiste et passionnée de psychogénéalogie et nous sommes réunis aujourd'hui pour la troisième capsule consacrée aux problèmes d'argent et aux loyautés familiales. Alors, sur la première capsule qui dure une quinzaine de minutes, je vous invite à vous interroger lors d'une espèce de petite méditation sur votre enfance, sur ce que vous avez entendu, sur toutes ces valeurs qui étaient liées à l'argent et tout ce qui donc a été perçu euh, durant vos jeunes années à ce sujet et donc qui a créé une empreinte en général excessivement forte euh, dans votre esprit et dans votre inconscient. Voilà. Alors, sur le plan de la psychogénéalogie, il s'agit donc d'une analyse qui tient compte de toute votre tribu et qui tient compte non seulement de votre enfance, mais évidemment des différentes générations avant celle de vos parents. Et on voit à quel point il y a des traditions qui se répètent, il y a des schémas qui se répètent, il y a des souffrances qui se répètent tant qu'elles ne sont pas venues à la conscience. On est appelé à les revivre sous une autre manière, sous une autre forme, en fonction de l'époque, en fonction de votre personnalité. Et ce sont des loyautés et des loyautés, on va dire, parfois mal placées, parce que autant vous avez des fidélités qui sont extrêmement positives, encourageantes et qui vous aident dans la vie, autant vous avez des loyautés familiales qui vont vraiment, vraiment vous réfréner. Donc je vous invite à voir la première capsule pour vous interroger déjà, une sorte de petite introspection. La deuxième touche véritablement les drames qui ont pu avoir lieu plus haut dans les générations précédentes. Et là, donc, vous voyez à quel point ça peut avoir une incidence sur votre rapport à l'argent. Et puis, je fais d'autres capsules. J'en ai fait notamment une sur les problèmes de fertilité liés à l'argent sur ma chaîne, pardon, les problèmes de fertilité liés les problèmes de fertilité liés aux loyautés familiales, donc toujours dans la psychogénéalogie et sur ma chaîne Psychogénéalogie et estime de soi. Et puis, je vais en faire d'autres sur le couple, sur le métier, sur quantité de choses. Donc, pour en revenir à l'argent, vaste, vaste, vaste problème qui nous obsède généralement tout au long d'une vie, que ce soit tabou, que ce soit quelque chose dont on parle très très volontiers, mais quoi qu'il en soit, l'argent a une importance considérable. Et pourtant, quand les gens décèdent, généralement, les derniers regrets, les dernières précisions, les derniers échanges qu'ils peuvent avoir, c'est rarement lié à «Ah, j'aurais dû demander une augmentation de salaire à mon patron. Ah, j'aurais dû être plus riche. Ah, j'aurais dû donner plus d'argent, etc., etc. J'aurais dû dépenser plus ou que sais-je. En général, les gens regrettent par exemple de ne pas avoir eu une vie plus en conformité avec leurs valeurs, leur sens, euh, leur, euh, leur personnalité, hein. Rappelons que 80% des gens ne sont pas en harmonie avec leur travail. 80% c'est beaucoup. Et puis le deuxième regret très très souvent c'est lié aux liens affectifs, les liens qui libèrent, c'est-à-dire souvent les gens se disent qu'ils auraient dû nourrir davantage certaines amitiés, certaines relations affectives avec leurs enfants, avec leur couple, avec leurs parents, etc., etc. Voilà. Pour en revenir donc à l'argent,
Sur cette séance, je vous invite à voir donc les croyances limitantes et votre construction d'identité, votre ego. Donc, souvent, l'argent n'est rien d'autre qu'une projection. On voit qu'avoir beaucoup d'argent n'est pas un gage de bonheur, hein. En général, les études qui sont faites montrent bien que les gens très riches, généralement, il y a un taux de dépressif assez important, bien plus important que dans la population dite moyenne. On voit aussi que les gens qui sont très riches n'en ont parfois jamais assez. Donc derrière cet aspect de gagner de l'argent, nécessairement se cachent beaucoup d'autres choses. Et je vous invite ici à aller voir ce qui s'y cache. Voilà, pour vous naturellement. Et en quoi est-ce que ça peut faire écho à une histoire familiale? Donc, en gros, vous avez des gens qui n'ont pas de problème vis-à-vis de l'argent et qui voient ça comme une source de liberté, comme quelque chose qui est lié à leur autonomie, qui est lié à un moyen, oui, d'être libre, par exemple. Enfin, chacun peut avoir des projections positives sur l'argent. Et auquel cas, ces personnes n'ont peut-être pas de difficulté à en gagner, à en dépenser. Et puis, vous avez d'autres personnes qui vont vivre le rapport à l'argent beaucoup plus mal, comme par exemple une difficulté à en gagner, quelles que soient leurs compétences, quelles que soient leurs tentatives. Alors, par exemple, on peut avoir le cas de l'argent ne tombe pas des arbres, on ne trouve pas l'argent sous les pavés d'un cheval, enfin sous les sabots d'un cheval, pardon. On doit gagner sa vie à la sueur de son front. Voilà, déjà l'idée de gagner sa vie alors qu'on est en vie, c'est déjà très douteux. Mais si vous partez du principe que vous devez souffrir, que vous devez être dans l'effort, que vous devez avoir un métier qui n'est pas un métier plaisir, eh bien, nécessairement, si vous devez avoir ces actions-là, donc liées à un effort, par exemple, pour gagner de l'argent, ça va être ultra problématique pour vous. Donc, en fonction de ce que vous aurez entendu dans l'enfance, vous allez avoir certains types de croyances. Si ce sont ces croyances-là, par exemple, comment voulez-vous avoir un travail heureux, satisfaisant, qui soit bien payé? Comment voulez-vous faire le choix d'un travail qui vous corresponde véritablement, où vous allez peut-être avoir le sentiment d'être utile, peut-être d'être dans le plaisir, où vous allez donc faire vraiment ce travail avec facilité et gagner de l'argent en même temps. Donc ça va vous être très difficile du coup d'aller demander un salaire ou d'aller réclamer par exemple à vos clients bien le paiement d'une facture par exemple. Vous allez avoir aussi tout ce qui touche à l'argent c'est sale, l'argent c'est mal, l'argent corrompt, les gens riches sont des gens malhonnêtes, sont des gens égoïstes, sont des gens qui ne tiennent aucun compte de l'intérêt commun, sont des voleurs, enfin, vous voyez tout ce packaging que vous avez peut-être pu entendre dans l'enfance,
sur 1-2 générations peut-être, hein, toujours cette histoire de loyauté familiale où, a priori, c'est très, 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 très difficile de remettre en question, ce que papa vous a dit ou ce que grand-mère et grand-père, vous ont dit en tant qu'enfant. Heu, on ne remet pas en question, heu, les paroles parentales. Et donc vous avez construit tout votre schéma de vie peut-être là-dessus. Donc imaginons, l'argent c'est sale, en gagner, c'est donc se salir ou c'est donc devenir une personne corrompue, une personne égoïste, une personne qui, pourquoi pas, abîme la planète. Je ne sais ce que vous avez entendu sur ce registre-là. Mais il est évident que là, vous allez peut-être être dans une posture de, peut-être vous allez gagner de l'argent, mais dès que vous en aurez gagné, vous allez le perdre. Vous allez le dépenser, vous allez vous en défaire. Donc comme je disais dans la, précédente, vidéo, hein, il y a rien de plus facile que de s'en défaire dès qu'on en a. Il y a, toutes sortes, de façons de le dépenser évidemment. Il y a aussi toutes sortes de façons de le perdre, hein. Soit en faisant de mauvais investissements, soit en faisant confiance aux mauvaises personnes. Voilà. Donc, il n'est pas difficile de rejeter l'argent, même quand il est venu à vous, hein. Et ça sera de la fidélité, ce sera de la loyauté familiale, à savoir: «Je ne peux pas être une mauvaise personne, je dois être fidèle peut-être aussi à la pauvreté que mes parents ont vécue et donc si jamais, mon Dieu, je il me venait, à gagner de l'argent et bien, pour être fidèle à ma tribu et à ses valeurs et à ses concepts et à ses, mots d'ordre et bien, je dois à tout prix m'en défaire. Voilà donc c'est le côté, je repousse l'argent ou je n'arrive pas à le gagner. Ça peut évidemment être, basé, sur ce genre de choses. Après vous avez le mode plus, le mode, écureuil, le mode économe où, là, on va être peut-être sur le côté, l'argent, c'est la sécurité et donc, vous avez un tel sentiment d'insécurité en vous, heu, que vous êtes incapable finalement, de le dépenser. Heu, l'argent est souvent associé à la notion de sécurité. Si, dans la petite enfance, vous n'aviez pas ce sentiment de sécurité, parce que, par exemple, vos parents ne répondaient pas à vos besoins, vos parents n'étaient pas protecteurs, n'étaient pas sécurisants ou qu'eux-mêmes n'étaient pas dans une situation de sécurité. Alors peut-être que c'était lié à de l'argent, hein, qui manquait ou peut-être qu'eux-mêmes étant dans ce sentiment insécure, un sentiment purement émotionnel, à savoir, je ne sais pas, je ne suis pas assez aimée ou je dépends d'une personne, pour me sentir aimée et donc peut-être, pourquoi pas, on peut avoir aussi une mère dépressive ou un père dépressif, ou quelqu'un qui est, enfin voilà. Vous pouvez avoir toutes sortes de cas de figure dans votre enfance qui vont faire que vous allez être véritablement, systématiquement avec ce sentiment d'insécurité. Et si vous avez placé l'idée que la sécurité se trouve dans l'argent, alors d'autres personnes placeront leur sentiment de sécurité, dans l'idée du couple et dans l'idée que le regard de leur partenaire va les sécuriser. Mais de toute façon, le problème, c'est que vous posez votre sentiment de sécurité à l'extérieur de vous. Et dans ce cas-là, vous ne gardez pas, les rênes en main, on va dire et ça peut être extrêmement, fragilisant
Et c'est pour ça que vous avez parfois des gens qui vont courir après toujours plus de zéros sur leur compte et de toute façon, heu, ils ne se sentiront pas fondamentalement plus en sécurité. Curieusement, heu, du moment que la source de la source, la cause de la cause, c'est-à-dire ce sentiment qu'ils ont depuis l'enfance, de ne pas être sécure, heu, ce sentiment-là n'aura pas été traité, vous pourrez toujours avoir plus d'argent, économiser toujours plus d'argent, en gagner plus, être toujours plus avare, hein. On a peut-être en tête des milliardaires, hein, qui vivent comme des miséreux et qui pourtant devraient se sentir en sécurité dans leur maison avec alarme. Voilà, voilà. Donc parfois en plus, oui, vous avez le côté, je suis très riche et finalement j'ai très, très peur qu'on me vole, hein, et qu'on atteigne, ma sécurité, mon intimité et cetera et cetera. Ensuite, vous avez aussi, l'argent, qui peut toucher votre ego, parce que, vous avez un déficit d'estime de vous qui est considérable. Et là, c'est l'argent égale ma valeur personnelle. Et en fonction de votre conviction, j'ai de la valeur, on m'a aimé enfant, je suis quelqu'un de bien et je n'en doute pas. À ce moment-là, vous allez pouvoir gagner de l'argent, vous allez pouvoir le dépenser sereinement parce que de toute façon, l'argent là, ça n'est qu'un moyen, ok, tout est, tout est fluide, hein, un moyen de se faire plaisir, parce que vous le valez bien. Euh, un moyen de le gagner parce que vous le valez bien. Donc, si vous avez un sentiment d'estime de vous-même qui est serein, qui est sain, l'argent ne sera jamais un problème. Mais si votre estime de vous-même est défaillante, soit parce que véritablement vous en manquez beaucoup, soit parce que vous avez une haute estime de vous-même qui est en réalité une fausse estime, à savoir avec beaucoup d'arrogance, beaucoup de show-off, beaucoup. Et puis derrière, peut-être, si jamais on vous remet en question, vous allez avoir beaucoup de colère. L'estime peut avoir différentes facettes, hein, le manque d'estime. Donc, dès que vous allez avoir un problème d'estime de vous-même, que ce soit donc une haute estime ou une basse estime, mais ce sera de toute façon que quelque chose qui sera à l'intérieur de vous, quelque chose qui doit être géré à l'intérieur de vous, hein. L'argent sera à nouveau une projection. Et à ce moment-là, eh bien, soit vous allez être incapable d'en gagner parce que vous ne valez rien, parce que vos parents vous ont dit peut-être que de toute façon, tu es un bon à rien, hein, ou on vous a fait sentir que peut-être vous n'auriez pas dû être là, hein. Et là, on en revient toujours aux injonctions n'existe pas, hein, ne réussis pas, ne fais rien, etc., etc. Toutes ces injonctions parentales, conscientes, inconscientes, qui vous ont véritablement marqué et qui vont faire en sorte que donc vous allez estimer que vous avez de la valeur et que vous pouvez réclamer en conséquence de l'argent, ou qu'au contraire, vous n'avez aucune valeur et vous vous arrangerez toujours, toujours, toujours pour ne pas mériter d'être payé, même si vous êtes indispensable dans l'entreprise, même si vous travaillez comme une bête de somme, vous n'irez jamais chercher l'argent que vous méritez puisque de toute façon, vous ne valez rien. Voilà. Vous pouvez aussi avoir un déficit d'estime de vous-même et qui va se traduire donc
c'est l'argent qui va compenser et auquel cas, je vais montrer ma valeur grâce à l'argent que je gagne et donc je vais réussir socialement, je vais réussir peut-être professionnellement et je vais, montrer, avec, belle maison, belle voiture, belle épouse, que j'aurais, mise au foyer dans une cage dorée, par exemple. Donc vous allez, montrer votre valeur aux autres, vous allez vous rassurer en ayant donc, cet argent, mais en réalité, ça ne vous rassure jamais complètement. Hein. Vous aurez toujours besoin d'une voiture plus longue, plus puissante, ou d'un yacht, ou d'une île que vous achèterez parce que l'autre milliardaire aura acheté une île lui aussi, et que voilà, ça n'a pas de fin. Ça n'a pas de fin. Vous avez des montres qui donnent l'heure et qui coûtent 10 euros, et vous avez des montres qui donnent l'heure qui coûtent 50 000 euros. Si vous avez un déficit d'estime de vous-même, vous vous comparerez toujours. Alors évidemment, vous vous comparerez avec votre voisine ou votre voisin, hein, qui aura à peu près la même couche sociale, mais on sait bien que même dans le 8e arrondissement de Paris, les gens ont des problèmes de fin de mois, réellement. Certaines personnes, en tous les cas, hein, même s'ils ont un appartement qui fait plusieurs millions. Voilà, et puis vous avez aussi des gens qui estiment ne pas gagner assez, même dans le 8e arrondissement de Paris, mais parce qu'ils se comparent avec les gens de leur même classe sociale. Hein. Donc en fait, on en revient toujours à quelle est la projection que vous avez dans l'argent et qu'est-ce qui vous a été dit dans l'enfance. Est-ce qu'on vous a dit que vous étiez une personne de valeur? Est-ce qu'on vous a dit que, au contraire, vous étiez quelqu'un euh, qui n'aurait pas dû être là et qui, de toute façon, a déplu à ses parents? Et donc, comment vous allez réparer ça? Voilà. Donc là, il y a véritablement un travail à faire avant de se reconfronter à l'argent. Comment le gagner? Comment le dépenser d'une manière saine et sereine? Voilà. Donc vous avez aussi des choses pour en revenir, par exemple, euh, aux paroles qui vous ont été dites dans l'enfance. On a pu vous coller des étiquettes. Par exemple, ah ben toi, vraiment, qu'est-ce que tu es gentille et qu'est-ce que tu es généreuse, etc., etc. Alors, peut-être dans l'esprit de votre parent, c'était tu es généreuse en tendresse, tu es généreuse dans l'énergie, dans l'attention que tu donnes, mais peut-être que vous l'avez entendu autrement et vous vous êtes dit, pour que je sois aimée de maman, par exemple, je dois être généreuse. Donc, vous allez construire une personnalité en vous disant, tiens, si je ne suis pas généreuse, par exemple, j'ai des amis qui vont être à table autour de moi, et si je ne les invite pas pour cet apéritif, ma foi, je n'aurai pas d'amis, je ne serai pas aimée. Donc ça, ce sont des croyances euh, qui peuvent coller à votre identité personnelle. Hein, et c'est très très difficile de se détacher de cette identité qu'on s'est construite et qui finalement vous ampute de toutes les autres facettes que vous avez réellement, de toutes les autres. Votre personnalité, elle est toujours, vous êtes toujours beaucoup plus riche que l'ego, que le petit masque que vous vous êtes construit. Vous pouvez aussi avoir eu des formules. Ah, ben dis donc, toi, t'es vraiment un panier percé. Parce qu'un jour,
votre oncle ou une amie de votre mère ou de votre père vous a vu revenir alors que vous avez donné quelques sous. Il vous a vu courir dans le village et aller chercher un cadeau qui vous faisait plaisir et de revenir avec ce cadeau quelques minutes après. Et sur ce simple fait, sur cette simple anecdote, et parce que cette personne à vos yeux ou aux yeux de vos parents avait une importance et une crédibilité, vous avez accueilli le tu es un panier percé comme étant une vérité qui vous définissait. Et le fait de vous définir, c'est fondamental pour vous construire. On tient beaucoup à notre petit récit de vie. Moi, je suis comme ça. Moi, je sais, j'ai mauvais caractère. Ou moi, je sais me gérer. Ou moi, je suis une personne très riche. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Et en quoi ça peut vous limiter? Et en quoi est-ce que c'est une réalité prouvée par les faits tout au long de votre vie? Ou en quoi c'est juste une histoire que vous vous racontez depuis vos 5 ans? Et qui de là vous met sur des rails et vous empêche d'être plus libre, plus sereine et d'aller explorer autre chose. Parce que c'est de ça dont on parle. C'est d'être le créateur de sa vie. C'est d'être heureux d'être soi. C'est le nom de mon site. Hein. Être heureux d'être soi. Petite pub en passant. Voilà. Le but, c'est d'avoir le plus de liberté possible pour pouvoir vous adapter, pour pouvoir vivre votre vie en fonction de vos besoins réels, pas en fonction des étiquettes qu'on vous a collées, pas en fonction des besoins de vos parents. Voilà, dans un autre registre, on a aussi les parents qui n'ont pu être présents. Alors, par exemple, cause de divorce, et donc, ou des parents, par exemple, qui travaillent beaucoup, des commerçants, des gens comme ça, des gens qui sont souvent en voyage d'affaires, voilà, et qui vont substituer cette présence affective auprès de l'enfant, hein, par un confort matériel, voire donc par des sommes d'argent conséquentes ou pas. Si c'est par exemple dans le cas d'une pension alimentaire, même modeste. Mais en tous les cas, il y aura association d'idées entre argent égale absence égale amour ou manque d'amour. Et donc, en fonction des interprétations qui seront faites par l'enfant au cours de sa croissance, en fonction de ce qui sera dit par l'autre parent, par exemple, de ce qui sera ressenti, de ce qui sera perçu de toute façon par l'enfant, eh bien, il va y avoir une construction autour de l'argent et autour de l'amour ou autour de la présence ou de l'absence ou de l'indifférence, on va dire, qui sera associée donc à la notion d'argent et qui aura donc une conséquence importante. Voilà. Donc ça aussi, ça doit être visité. Vous pouvez aussi avoir eu, évidemment, vous avez peut-être été témoin de choses très douloureuses dans votre enfance, comme par exemple des parents qui se disputaient constamment au sujet de l'argent, avec par exemple un père qui ne gagnait pas suffisamment aux yeux de sa mère, enfin aux yeux de son épouse. Mais en même temps, si vous êtes peut-être un petit garçon, ce père était peut-être très gentil avec vous. Il était peut-être pas à la hauteur des aspirations de madame, mais pour lui être fidèle, pour être
avoir les mêmes qualités humaines que lui, vous allez vous interdire de gagner de l'argent. Et l'argent sera toujours un problème pour vous, comme il l'a été pour votre père. Et vous aurez en même temps toujours une honte, peut-être, liée à ce manque d'argent, puisque vous avez été témoin de l'humiliation subie par votre père. Et ça aussi, c'est une loyauté familiale. Très fréquente, évidemment. Alors, c'est un exemple, mais réfléchissez. Hein. Encore une fois, référez-vous au la première capsule que j'ai faite sur l'argent, où il y a cette petite euh, interrogation, hein, sous forme d'une petite méditation, euh, pour vous remettre un petit peu dans le contexte de votre enfance, où tout s'est construit. Hein. Voilà. Et tant que vous ne remettez pas en question toutes ces choses-là, eh bien, vous allez euh, les amplifier, voire vous rigidifier. Et ça n'est pas comme ça qu'on fait une vie pleine et heureuse et en accord avec vos besoins profonds et vos valeurs profondes. Voilà. Je finirai juste sur quelques croyances, quelques formules que vous auriez pu entendre dans votre enfance. Donc évidemment, nous avons l'argent ne fait pas le bonheur. Donc ça signifie peut-être que si vous avez de l'argent, vous ne pouvez pas être heureux. Donc vous allez peut-être provoquer des échecs si vous avez de l'argent. Ou vous allez provoquer ben, voilà, de l'autosabotage en faisant en sorte de ne pas pouvoir gagner d'argent pour rester heureux. Voilà. Vous pouvez aussi avoir des familles qui ont donc été marquées. Et là, je terminerai là-dessus parce que je rebondis donc sur la deuxième capsule qui touche plus les loyautés familiales avec les légendes familiales comme les faillites, etc., etc. Donc, reportez-vous à cette deuxième capsule sur les problèmes de l'argent liés aux loyautés familiales. Mais par exemple, vous pouvez avoir eu dans l'enfance des formules du style, ah, mais de toute façon, il ne faut pas avoir de dette. Ou par exemple, les banques, on ne doit pas leur faire confiance. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? Peut-être que si vous creusez, vous allez vous apercevoir que 2, 3 générations avant, par exemple, pendant la période juste fin de Première Guerre mondiale et entre les deux guerres, vous avez des gens qui ont beaucoup placé leur argent et vous avez par exemple les emprunts russes. Vous avez par exemple évidemment toute l'euphorie qui a précédé 1929 qui a fait que vous avez quantité de gens qui se sont retrouvés totalement ruinés. Vous allez avoir aussi tout simplement eh bien, le fait qu'entre les deux guerres, eh ben, oui, il y a eu un taux d'inflation tellement important que ça ne servait à rien d'avoir des économies. Donc, pourquoi avoir des économies? Autant dépenser systématiquement. Vous voyez, vous pouvez avoir eu donc des formules comme ça, liées à capitaliser en banque ou investir en banque ou placer son argent. C'est dangereux. euh, les banquiers sont tous des escrocs, etc. Ou surtout, il ne faut pas faire de dettes. Et voilà, bon, toutes ces choses-là, il faut regarder antérieurement dans la famille, l'histoire familiale, et voir un petit peu, en faisant un peu de psychogénéalogie, en quoi est-ce que cette histoire ne vous appartient pas. Et vous pouvez vous en libérer. Hein, et vous dire que finalement, ben, les banques peuvent avoir du bon pour accéder à un mieux-être et être
même si vous allez avoir une dette, bah, cette dette, elle vous permet, d'avoir une belle maison, d'accéder à la propriété et cetera et cetera. Donc du coup, ben, gratitude pour la dette, gratitude, ma foi, pourquoi pas, pour les banques, même si, moi-même j'ai quelques réserves vis-à-vis de leur processus, leur procédé. Vous pouvez aussi avoir, par exemple, des formules dans la famille, du style, «Qui, paye les impôts, appauvrit sa famille». Très bien, oui, je conçois. Néanmoins, toutefois, cependant, vous pouvez vivre comme ça, toute une vie, sans payer d'impôts. Mais si on réfléchit bien, si vous ne payez pas d'impôts, ça veut dire que vous avez une sorte de plafond de verre qui peut-être va faire que vous n'allez jamais oser les beaux salaires, oser des investissements plus risqués qui vous rendraient visible aux yeux du fisc, etc., etc. Et donc finalement, toute votre vie va peut-être être plus petite. Voilà. Donc, toutes ces formules, toutes ces croyances que vous avez pu avoir dans l'enfance doivent être revisitées. Et vous devez pouvoir vous en libérer si effectivement vous vous rendez compte à quel point c'est quelque chose de nuisible. Voilà, alors on pourrait parler pendant des heures hein, de ce thème, mais là je crois 37 minutes, c'est assez. Je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne Psychogénéalogie et Estime de soi. Euh, je vous invite à mettre des likes. Je vous invite aussi à regarder dans la description ci-dessous pour vous abonner, pourquoi pas, à mon site êtreheureux-d'être-soi.com. Je fais des consultations en ligne et donc je travaille autour de tout ce qui est libération, autour des injonctions familiales. Voilà, avec des actes symboliques très très souvent. On va explorer un peu votre enfance et, le passé familial sur plusieurs générations éventuellement. Et ça pacifie, ça libère, ça pacifie surtout beaucoup et ça vous permet euh, d'aller de l'avant et d'être réellement vous-même. Voilà. Donc, je vous invite à prendre contact, pourquoi pas. Vous pouvez même avoir 20 minutes de consultation si vous êtes intéressé. Allez voir mon site êtreheureux-d'être-soi.com. Je m'appelle donc Sylvie Foresti et je vous souhaite d'excellentes découvertes de vous-même. Merci et à une prochaine fois.